Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description. Tant que vous y êtes, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. Et voilà, avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire à partager, ça fait toujours plaisir, on approche en plus des 3400 abonnés sur la chaîne. Bah voilà, maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Et on attaque avec Tatsuki Fujimoto, l'anthologie 22-26, donc l'anthologie de ses œuvres de 22 ans à 26 ans. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des choses qui sont un petit peu à cheval avec ses dernières œuvres ou ses premières œuvres, parce que je sais pas quel âge il a, mais il est chose qu'il a moins de 30 ans, donc forcément il y a des œuvres qui sont encore un peu récentes. Ça se voit surtout sur les deux dernières, où on sent quand même le style très Chainsaw Man qui est déjà là. Comme j'ai dit dans la vidéo sur l'anthologie 17-21, j'ai trouvé ça sympa, mais clairement on sent encore l'amateurisme de l'auteur. Là où dans ces histoires-là, bah, j'ai été beaucoup plus touché, j'ai trouvé que c'était plus intéressant. La première histoire avec le gamin qui veut faire du piano sous l'eau et qui a une sirène, etc. C'est un petit peu morbide, en même temps un petit peu mignon, j'ai trouvé ça super cool. Le plan où tu le vois, il fait du piano, c'est vraiment très très stylé. La deuxième histoire où là il est tourné sur un style un peu différent qui ressemble un petit peu à ses premières œuvres, ou un peu plus gras en plus, où c'est l'histoire d'un mec qui devient une fille, on dirait le scénario d'un hentai, hein. Et il y a des plans en plus où tu sais, genre il enlève son pantalon, il a son short, il a son gros cul bien moulé, voilà, qui était sympathique, mais peut-être la moins intéressante des 4 œuvres. Après, on a celle avec qui est en couverture, donc c'est Nayuta, l'enfant de la prophétie ou l'enfant du chaos, où on reconnaît en plus un petit peu une sorte de mélange entre Makima et en même temps Power avec les cornes. Il y a cette ruelle sombre dégueulasse qui rappelle un petit peu Chainsaw Man. Il y a ce côté vraiment, genre il y a des démons, etc. C'est un monde un petit peu bizarre qui rappelle Chainsaw Man. Donc je pense que c'était un petit peu une sorte de proto Chainsaw Man cette histoire-là. En tout cas, c'est ce que je suppose. Ensuite, on a une histoire qui... Alors, de ce que j'ai compris, ça a servi pour Look Back ou Proto-Look Back, etc. Où on ressent un petit peu ce style, vraiment la Chainsaw Man, beaucoup plus... Enfin, comparé à ses œuvres de 17-21 et le début de ses œuvres. Donc, c'est l'histoire d'une fille où sa petite sœur l'a suivie dans une école d'art, enfin, un lycée d'art. Et en fait, elle est... Il y a eu à la fin une peinture où elle est à poil. Et tout le monde va la voir pendant un an. Donc, il y a un petit aspect de la nudité qu'on a dans Chainsaw Man, un peu dans Fire Force. Fire Punch, excusez-moi, avec en plus un personnage qui me rappelle, alors je sais plus c'est comment elle s'appelle, c'est la bomb girl, de la fille qui se transforme, qui fait des bombes dans Chainsaw Man, qui a un petit peu ce look-là, avec vraiment la nudité qui est vraiment très importante, j'ai l'impression dans certaines des œuvres de Tatsuki Fujimoto, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ce deuxième anthologie bien plus intéressant parce que là on sent un auteur un peu plus mûr que sur 21, enfin 17-21. En tout cas, je relirai avec plaisir le 17-21, encore plus le 22-26, et ensuite toutes les œuvres. Et je pense que je me referai un petit marathon Tatsuki Fujimoto quand la saison 2 de Chainsaw Man va commencer, pour me relire un petit peu toute sa bibliographie, parce que je pense que ça va être encore plus intéressant de savourer Chainsaw Man partie 2, une fois on sera bien immergé dans l'univers, les thématiques de Tatsuki Fujimoto. On parle maintenant de Shadow House tome 8, donc avec la tournée d'inspection des adultes dans le pavillon des enfants, le fait que tu as Emilico et donc, j'ai oublié le nom de sa maîtresse, excusez-moi, Kate, qui essaye de foutre le bordel en essayant de retirer le thé, enfin le thé ou le café qui lave le cerveau des humains, enfin des poupées humaines, pour essayer de les contrôler, etc. Enfin, enfin, de décontrôler. J'ai bien aimé tout le moment de tension où tu as Emilico qui doit rentrer dans la petite pièce pour échanger le thé, etc. C'était vraiment très très cool, un tome avec pas mal de tension. Vivement le tome 9, à voir maintenant les conséquences de tout ça. Est-ce qu'il va y avoir la révolution des enfants face aux adultes, l'oppresseur, etc. Vraiment très très cool Shadow House. Petit aparté par rapport à Glénat, j'ai profité de l'offre de Bleach, tome 1 offert pour me prendre le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Mon libraire n'avait pas le tome 3, donc j'ai les 4 premiers tomes, enfin 3 des 4 premiers tomes de Bleach. C'est une série que j'ai jamais eu l'occasion de commencer, j'ai tout lu, en scam illégal, avec l'anime, etc. Je connais très bien Bleach, mais j'ai jamais eu l'occasion de les commencer, donc là, je vais sûrement me les prendre, je sais pas combien par combien, mais en tout cas, là, jusqu'à l'année prochaine, je pense que je vais me les prendre 5 par 5 ou 10 par 10 tous les mois, pour me compléter la série, sachant que là, il reste 7 mois avant la fin de l'année, donc 10 par 10, je pourrais avoir la série d'ici la fin de l'année, ça serait vraiment cool.
Et Bleach, c'est l'un des gros mangas du Jump que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter avec Gintama, mais Gintama, je suis en train de les découvrir avec Manga.io. Voilà, c'était la petite pub par rapport à cette offre. Profitez-en. En plus, il y a Reborn, je crois. Non, il n'y a pas Reborn, c'est celui qui manque. Il manque Reborn, mais je sais qu'il y a Aishid 21 que j'ai déjà, il y a Claymore que j'ai déjà. Enfin, en fait, le problème, c'est que toutes les offres, bah, j'ai tous les mangas, sauf Bleach, donc j'ai dit, bon, je vais profiter de Bleach et de me commencer la série avec un tome moins cher, enfin, un tome offert, voilà. Maintenant, on parle de Big X, tome 3 sur 4, donc avant-dernier tome de la série. Le prochain arrive d'ici la fin de l'année, aux éditions Isan Manga. Alors, petite pub, j'ai fait une vidéo sur Kamen Rider Amazon et sur No Longer Ranger chez Pika, de manga tokusatsu. Là, chez Isan Manga, donc le manga ici, chez Pika, dont je parlerai plus tard. Donc, dans ce tome-là, il y a un gros passage où, alors, je sais plus s'ils disent le pays, mais en fait, Big X part en Russie, parce qu'il souffre de la famine, et donc ils vont utiliser le pouvoir du Big X sur des patates. Et alors après, on est vraiment sur des délires un petit peu années 70, Guerre froide un petit peu, tout ça, avec le délire où la patate prend vie, et donc c'est l'invasion des patates vivantes, etc., qui deviennent gigantesques. La petite alliance entre le héros et son rival, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi. Il y a la défaite de la Croix de Fer, donc les nazis américains qui sont installés. Vraiment très très cool, Big X, je prends toujours autant de plaisir à lire chaque tome. Vraiment une très très bonne œuvre. Vivement bientôt Captain Ken tome 2, donc dernier tome. La suite de Wonder 3, je vais avoir enfin les 3 tomes qui vont arriver dans pas longtemps. Je vais avoir pas mal de lectures autour de Tezuka chez Isan Manga. Et en plus, d'ici la fin du mois, je vais dire de l'année, la fin du mois, on a Phoenix qui devrait arriver chez Delcourt Tonkam. Je vais enfin découvrir la masterclass, l'œuvre, la pièce maîtresse de Tezuka. J'espère que ça va pas être décalé encore une fois. De ce que j'ai compris, ça devrait arriver. Ça y est, il n'y a plus de problème d'impression, de retard, etc. Ça y est, ça arrive, ça fait 4 ans que je l'attends, Phoenix. Je vais enfin pouvoir découvrir cette merveille. Maintenant, on parle de Shigahime, tome 3 sur 5. On est déjà à la moitié. Je suis un poil perdu dans l'histoire avec... donc on a... Alors désolé, j'ai plus le nom, mais donc il y a le héros, sa copine et le mec qui a essayé de le tuer au début de l'histoire, qui se fout un petit peu sur la gueule. C'est un petit peu le bordel en plus avec les vampires, avec... excusez-moi, j'ai Miwako, qui a une emprise un petit peu sur les trois en même temps. Il y a cette guerre entre les vampires. C'est toujours graphiquement super bien. L'histoire, je suis un poil perdu là, avec tout ce que je lis en même temps, j'ai peut-être un peu déconnecté. Mais voilà, il reste plus que 2 tomes. Je pense que je me relirai l'intégrale de la série pour le dernier tome. En tout cas, c'est toujours aussi bien, vraiment. Clairement, comme j'ai dit depuis le début, je m'attendais à rien. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Dans le genre horrifique, combat un peu shonenesque, avec des combats sanguinolents. C'est vraiment cool. Shigahime, je vous conseille toujours autant. Shirulan, tome 8. Toujours aussi bien Shirulan, moi je kiffe ma race sur cette série. C'est vraiment un de mes titres préférés du catalogue de Mangetsu. Donc dans ce tome-là, on a la naissance enfin du Shinsengumi, enfin, il porte enfin le nom du Shinsengumi, et donc il y a un petit peu le clan Serizawa et le clan du Shinsengumi tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui se foutent un peu sur la gueule. Il y a une purge qui va être faite des ennemis de ceux qui sont pas dans notre camp, et gros combat bien violent, parce que là, c'est pas des petits combats de samouraï pour l'honneur, là, c'est vraiment une purge, donc c'est un massacre. On élimine l'ennemi. Et il y a un gros combat avec ce personnage-là qui est en couverture, donc c'est Sanosuke Harada, qui me fait un petit peu... Au début, j'ai cru que c'était Sanosuke Quand j'ai vu le nom, j'ai dit « Attends, est-ce que ça a un rapport avec le personnage dans Kenshin, Sanosuke ?» Mais non, ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, c'est pas la même époque. En plus, c'était même pas le même groupe, parce que je crois qu'il était dans les groupes ennemis du Shinsengumi, Sanosuke dans Kenshin. Là, je divague. Qui se bat avec une lance et une faux. Le combat est stylé. Franchement, c'est stylé. Je m'attendais... En plus, vu la couverture, j'ai cru que c'était un méchant. Au début, je me suis dit « Oh putain, c'est qui ce mec-là avec sa grosse faux ?» Et en fait, non, c'est un allié, mais j'avais un petit peu oublié. Et en plus, bon, il y a une capuche, donc forcément, je l'ai jamais vu avec cette capuche. Vraiment trop cool. Shirulan, je surkiffe. C'est vraiment une lecture qui est super bien. Si vous n'avez pas encore commencé, foncez. Bon, il reste encore au moins une bonne dizaine de tomes avant d'avoir rattrapé le Japon. Donc c'est pas tout de suite, mais en tout cas, Shirulan, c'est trop bien. March Coming Like a Lion, tome 16, donc le tome un petit peu annuel de la série, qui est toujours aussi bien. C'est un petit bonbon, c'est un petit plaisir de tendresse avec Rei qui va passer les fêtes de fin d'année, c'est pas Noël, c'est les fêtes de fin d'année avec la famille, excusez-moi, j'ai oublié les 3 sœurs, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et ben je les ai plus. Donc avec un petit délire où ils vont faire un puzzle, c'est vraiment cool le passage où t'as donc Rei et sa
fiancés, je mets ça entre guillemets parce que je crois que c'est pas encore officiel qu'ils soient fiancés, mais bon, c'est clairement, voilà, ils sont fiancés, qui vont acheter des petits trucs au drugstore du coin. C'était vraiment cool, il y a le petit bisou, les petites mains, c'est marche comme une Lion, franchement, je surkiffe chaque tome, c'est un pur régal. C'est vrai qu'il y a un rythme qui est pas terrible, mais chaque tome, je le prends comme tel qu'il est, je savoure, c'est super bien, j'adore. Et là, vivement le tome 17, parce que là, il va y avoir un petit tournoi, un petit match, enfin un petit tournoi de shogi, donc j'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, ces deux-là, je leur veux que du plaisir pour la suite. J'espère qu'il n'y aura plus de malheur, c'est fini, les malheurs, les problèmes d'harcèlement, c'est fini. Je veux plus voir ça, cette série. Non, c'est horrible, c'est triste. On reste sur de la romance avec Kana, et cette fois, c'est Kowloon, générique romance de Jun Mayuzuki. C'est toujours aussi bien, surtout au vu des révélations du tome précédent, sur qui exactement... je sais plus son nom, excusez-moi, le nom de l'héroïne. J'ai plus son nom, Reiko. C'est ça, je sais plus, excusez-moi, j'ai un doute. Où je m'attendais à un peu plus de délire. Et finalement, non, ça va. On revient sur un petit peu sa relation avec Kudo qui se passe bien. On a le mec, là, le grand méchant, là, le mafieux qui... Alors, je vais pas en dire plus. On sent un peu plus ce côté science-fiction. Alors, je le savais depuis le tome 1, je le soupçonnais, mais là, en fait, on voit des passages où on voit des véhicules qui volent. Donc là, je dis, ah ok, on est vraiment sur de la SF pure et dure, c'est pas moi qui divaguais depuis le début, non, on est vraiment sur de la SF, c'est vraiment cool. En tout cas, je vous conseille toujours autant, Kowloon Generic Romance, c'est super bien, moi je surkiffe. On passe maintenant à Kurokawa avec Hippo, saison 6, tome 14, donc c'est le tome 123. Deux chiffres qui suivent, hein, c'est les chiffres qui suivent 1, 2, 3, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je vais dire comme connerie, donc on est aux 2/3 de la saison 6, qui fera 21 tomes. Je me dis, dans un an, c'est fini. Est-ce qu'on aura une saison 7 qui va être annoncée prochainement? Je sais pas. Mais vraiment cool, avec un combat de Miyata pour le... Alors, ils disent titre mondial, mais je sais plus quel titre. Je pense que c'est sa défense pour le titre OPBF, donc océanique, le titre océanique, qui est un titre vraiment haut, hein, c'est entre le Japon et le titre mondial, qui est un petit peu dur pour Miyata, parce que il a un petit peu perdu le feu sacré, le fait que Hippo soit plus là, il a plus la motivation de dire, ouais, mais pour qui je me bats, en fait? Et est-ce que Hippo va revenir en voyant ça? Je ne sais pas. En parlant de Miyata, j'ai beaucoup aimé ce passage où en fait tu te rends compte que le mec, il est champion champion PBF poids plume, et il travaille Super U en tant que caissier. C'est super chaud de se voir ce retour à la réalité, de dire, il a beau être un crack dans son domaine, un champion, un très haut champion, sûrement dans le top 10 des champions du monde de sa catégorie, le mec il est obligé de travailler à Carrefour en tant que caissier pour subvenir à ses besoins, parce que la boxe, ça rapporte pas tant que ça. Et en plus, il dit, ouais, moi j'ai pris ce métier-là parce que c'est pas loin de chez moi, je peux faire les horaires que je veux, donc en plus... Alors, est-ce que... De toute façon, c'est qu'il a besoin de thunes, de toute façon, s'il fait ça, mais tu dis, putain, c'est chaud de dire que... Est-ce que c'est ça le quotidien des boxeurs japonais dans les années 90, parce que le manga se passe toujours dans les années 90, donc cool. Et à côté de ça, on a Hippo qui a un disciple, mais un disciple, c'est un voyou, donc j'ai hâte de voir cette relation qui va se créer entre une sorte de Hippo Takamura inversé, parce que Takamura, c'est un petit peu un voyou qui a recruté un mec un peu faible, et là on a un Hippo qui est un petit peu un mec, qui était à la base un mec un peu faible, qui va recruter un voyou, avec le délire de rattraper les 5 feuilles en même temps, etc. À voir le prochain tome. En tout cas, Hippo, c'est toujours une pépite. On parle maintenant de Arslan, tome 15. Donc, on a l'arrivée de Andragoras, donc le père de Arslan, qui s'était libéré dans le tome précédent, qui arrive dans le petit refuge, la petite base reculée de la résistance et le reste de l'empire Parse, et qui arrive et il dit, moi je suis le roi, t'es le prince, tu me donnes le pouvoir. Donc Arslan il fait, bon je suis une lavette, hein, je le donne, et il dit, ah c'est qui lui, c'est un de tes généraux? Ouais, moi je suis le roi, donc tu travailles pour moi. Toi t'es quoi, toi? Tu travailles pour moi, tu viens pour moi. Et donc il cannibalise tout le conseil restreint qu'avait créé Arslan, il le récupère et il dit, maintenant t'as plus personne, tu vas à l'autre bout du monde et tu vas faire ça pour moi. Alors, après on dit, ouais, il est envoyé dans une région qui est un peu paisible, mais quand même il est tout seul, il aurait pu lui donner au moins 10 gardes, genre juste au moins laisser un soldat ou deux. Et alors, il y a ce qui se passe, c'est que toute sa bande dit, nique sa race le roi Andragoras, on va retrouver Arslan, qui partent dans les régions du sud du royaume de Pars, de l'empire de Pars, donc dans une nouvelle région, à voir ce que donne le prochain tome. En tout cas, Arslan, toujours aussi friand. J'ai beaucoup aussi aimé l'histoire avec Ilms et sa princesse, qui est vraiment cool. Et Étoile qui rencontre le roi un peu nul de l'Empire lusitanien. Non, Arslan, c'est vraiment toujours aussi bien, c'est juste un peu dommage que le rythme soit aussi lent, mais dans l'ensemble, c'est toujours une lecture agréable. On fait une micro-parenthèse sur Ephéma édition Perfect, le tome 11, donc alors vite fait sur l'histoire,
Edward et Alphonse sont partis dans le nord de leur pays, ils vont rencontrer la grande sœur du général Armstrong, enfin du commandant Armstrong, ou du, je sais plus c'est quoi son grade, Louis Armstrong, le grand moustachu musclé, donc sa grande sœur qui est générale de brigade sur la grande muraille, le grand mur de Berlin du nord du pays contre les Russes, le royaume. Toujours aussi cool. Alors, je feuillette vite fait FMA Perfect. J'ai lu le manga plus d'une fois. L'animé, la première série, je l'ai vu plus d'une fois. Brotherhood, pareil. Donc, je connais FMA, je l'ai poncé la série. J'achète la série juste pour la collection. Et quand l'édition Perfect sera terminée, je me relirai dans ce format qui est super bien. Je fais juste maintenant une micro parenthèse parce que j'ai aussi acheté le tome 1 de Rackei Blues dans son édition Masterpiece chez Pika. Et 16 € pour l'objet, je suis un petit peu dégoûté, j'en reparlerai dans une vidéo sur Rackei Blues, mais quand je vois ça à 12 € et Rackei Blues à 16 €, alors FMA c'est une série qui va se vendre quoi qu'il arrive, là où Rackei Blues c'est un truc un peu plus niche, donc forcément le public va être un peu moins là, mais 16 € ça va pas aider le public à l'acheter, c'est un petit peu triste, mais j'en reparlerai dans la vidéo sur Rackei Blues qui arrivera dans quelques semaines, et voilà, je voulais juste en parler vite fait en preview, mais en tout cas, l'objet Rackei Blues, 16 € pour ce que c'est, je trouve que c'est un peu cher. Et ça fait une parfaite transition avec Pika Édition, et d'abord le tome 8 de Blue Lock. Alors j'ai pris l'édition classique parce que bon, l'édition de luxe avec une couverture que je suis pas plus fan que ça. En fait, je préfère l'harmonie des couvertures classiques où t'as juste une couverture, un personnage. Là, il y avait plusieurs personnages en même temps. Ah non, j'aime bien ce délire où une couverture, un personnage. Là, c'est Léo qui est en couverture. Je pense en plus il reviendra jamais en couverture. Et en plus, pour avoir 4 cartes postales avec les personnages, rien à foutre. Au bout d'un moment, il y a trop de collectors, j'en ai marre. Je sature un petit peu aussi les collectors. Donc là, c'est un tome consacré au combat, alors au match. Alors excusez-moi, j'ai plus le nom. Isagi Nagi Baro, donc le groupe du héros face à deux de ses potes et le pote de son pote Nagi, donc Shigiri, Kunigami et Léo. Gros match où au début l'équipe en face prend un peu l'avantage parce que t'as Baro qui veut jouer le personnage, il dit oh je suis plus fort, et il se rend compte que il est un peu la pute de Isagi, hein. Isagi à moi il dit t'es nul, t'es mauvais, et l'autre il est en mode quoi, tu me parles comme ça, et donc il dépasse ses compétences. L'animé qui est annoncé, s'il adapte ce match, les gens ils vont être fous. Parce que clairement, déjà le match en manga, il est fou furieux. Si l'animation est vraiment top, ça va être une dinguerie. Ce match, il va être dans... Les gens vont dire Masterpiece, Masterclass. S'il y a du gros Sakuga sa mère, c'est un truc de fou. Et le match est vraiment cool, avec au final la victoire de nos héros. Je les voyais mal perdre. Je me dis putain, s'ils reperdent, ils vont reperdre encore un personnage. Ça va être triste. En plus, je me dis, ça va sûrement se retrouver avec un Isagi, avec Baro. Ça va être trop drôle, ça va être n'importe quoi. Donc non, ils ont gagné. Alors, je ne lis pas les scans. Et là, c'est purement une théorie. Et entre les trois qui restent, donc les trois qui peuvent recruter, donc Léo, Kunigami et Shigeri, Léo, il pourrait être recruté parce que son pote Nagi voudrait le recruter. Je sais que, comment il s'appelle, Baro voudrait avoir Kunigami parce qu'il est fort. Mais en vrai, ils ont du muscle, ils ont un mec qui est bon. Je pense qu'il leur faudrait de la vitesse. Et donc, en fait, Shigeri, qui est le plus rapide des trois, je pense qu'il serait cool parce qu'il pourrait passer les lignes de défense rapidement. Maintenant, c'est mon avis, je ne sais pas comment ils vont réfléchir eux. Moi, en tout cas, en termes d'équilibre dans une équipe, je me dirais, tiens, il y a deux joueurs qui sont un peu équilibrés, il y a un gros tas de muscles, il faudrait peut-être un peu plus de vitesse dans leur jeu, et je pense que Shigeri serait un atout de choix. Maintenant, on verra dans le tome 9. Moi, c'est juste ma théorie en tant que fan, même mec qui connaît rien au foot, c'est juste en tant que fan de shonen, qui en a eu pas mal, je me dirais, tiens, l'équilibre voudrait un joueur rapide, maintenant, on verra ce qu'ils vont faire. J'ai pris le tome 0 de Toilet Boon Hanako-kun, qui est en fait en fait, on m'a dit que c'était un tome 0, genre préquel. En fait, non, c'est pas un préquel, c'est un one-shot, c'est des histoires courtes. Enfin, c'est deux histoires courtes. Il y a une histoire courte qui est un peu le prototype de Toilet Boon Hanako-kun, donc avec une histoire qui... C'est un peu un mélange entre la première histoire et d'autres choses. En plus, on nous raconte un petit truc qui n'a pas été évoqué dans le manga, si je dis pas de bêtises, c'est que Hanako est le énième de ce qui a ce titre. Il disait, ouais, avant, il y avait une petite fille, mais elle est devenue has-been, donc c'est moi qui ai pris sa place. C'est un truc qui n'a pas été forcément abordé dans le manga d'origine. Après, on a une autre histoire avec une histoire de nécromancien qui est sympathique. Voilà, c'est sympa, c'est une petite histoire. Enfin, c'est intéressant. C'est vrai qu'après, on me l'a vendu comme une sorte de préquel à Toilet Boon. Et en fait, c'est pas un préquel. Moi, je pensais vraiment qu'on découvrirait un petit peu, peut-être l'histoire de Hanako un an avant. Où on découvrirait qu'est-ce qu'est devenu la fille avec ses pattes de navet, le Shinigami, le petit frère du Shinigami, l'exorciste, Hanako, qu'est-ce qu'il faisait pendant un an avant ça. Ou même
avant qu'il soit un fantôme. Et finalement, non, pas du tout, c'est juste le proto Hanako. Ça reste quand même intéressant, mais c'est vrai que moi, de ce qu'on m'en avait vendu, bah, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais dans l'ensemble, ça reste sympathique pour les fans de l'œuvre. On parle maintenant de GTO Paradise Lost. On a, alors, je sais pas si ça se verra, mais en fait, on a beaucoup de retours dans le présent, donc avec Onizuka en prison. Mine de rien, cette suite spin-off de GTO est comme très longue. On va bientôt rattraper le manga d'origine parce que le manga fait 25 tomes, on est à 16, c'est pas terminé au Japon. Est-ce qu'on va avoir un spin-off, une suite plus longue que le manga d'origine? Bon, je crois qu'en plus, non. Est-ce que GTO Challenge Megumi, donc le Young GTO, est plus long ou plus court que GTO? Je crois qu'il est plus long, donc on verra s'il dépasse GTO. Sympathique, alors en plus ça fait des échos avec le spin-off Kamen Teacher qui a déjà été fait dans Ino Hit Gargoyle, je crois qu'ils font écho, il dit oui, on s'est vu dans Ino Hit Gargoyle, donc le spin-off sur le pot flic de Onizuka. Donc là on arrive dans ce tome-là aussi à la fin de l'arc avec la prof qui est dans une secte, etc. C'est enfin terminé, sympa. GTO, voilà, Paradise Lost, vu le rythme un petit peu distordu, je lis, mais des fois je suis un peu en mode je comprends plus qui sont les élèves, je sais plus qui sont les profs. C'est sympathique à lire, je rigole, mais c'est vrai que les scènes d'action sont cool, les scènes de combat en prison sont cool, mais c'est vrai qu'à part ça, l'histoire, je suis complètement perdu. On parle maintenant de Fairy Tail, l'intégrale de chez Hachette, le tome 16. Donc on arrive tout doucement mais sûrement à la fin de l'arc de l'île Tenro, qui est quand même très long parce que ça a commencé au tome 14 de l'édition grand format chez Hachette. On est au tome 16, on arrive à la fin parce qu'il reste plus qu'un adversaire à vaincre. Donc dans ce tome-là, c'est la fin des combats contre les 7 frères du purgatoire. Donc il restait le mec avec sa coupe banane et lunettes qui avait des invocations, il y avait le mec homme-plante, il restait la big boss Houl, et il y a aussi l'arrivée du commandant second de cette guilde, Blue Note, qui affronte Gildarts, gros combat de bonhomme. Voilà, les combats sont cool, j'ai bien aimé le petit passage où on découvre les origines de Houl, et en fait le fait que... Enfin, ouais, sa mère Ultia l'a, entre guillemets, abandonnée. En fait, non, elle voulait juste la soigner, en fait, on l'a récupérée, on a fait des expériences sur elle. C'était très triste, surtout que ça fait écho avec le passé de Grey, c'était vraiment super intéressant. Après, on a le combat contre Hades, le big boss de l'organisation, l'arrivée de Luxus qui vient venger son grand-père, et on finit sur le tome, et donc, prochain tome, fin du combat, et avec l'arrivée de Qui je sais, et on va passer sur une nouvelle partie, une nouvelle saga de Fairy Tail. On a fini un petit peu la grande saga du début Fairy Tail. Je veux dire que les 17 premiers tomes de cette édition sont un petit peu le début de la grande saga, et on va voir la saga 7 ans plus tard. Donc avec le grand tournoi des magiciens, j'ai hâte de lire ça. Encore une fois, petite parenthèse, j'ai profité d'une offre chez Pika, où il y a le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Donc là c'était Fairy Tail, la quête des 100 ans, 100 Years Quest, donc qui est la suite de Fairy Tail. J'avais lu il y a longtemps Scan le tome 1, et on m'a dit, tu vas voir, la suite ça devient super bien. Et comme je suis en train de me faire les Fairy Tail, je me dis, tiens, j'en profite, j'achète au moins les 2 premiers tomes au prix de 1. Et quand j'aurai fini Fairy Tail, je me prendrai au moins le tome 0, déjà Fairy Tail 0, parce que c'est quand même super intéressant et super important pour la suite. Et j'aurai au moins le début de la quête des 100 ans, qui est juste écrit par Hiro Mashima, voilà. Alors, je mettrai peut-être une image ici, il y a d'autres offres, je crois qu'il y a Blue Lock, les 2 premiers tomes, Hanako, et tout ce qui est un petit peu shonen chez Pika, qui a eu le droit à cette offre-là, donc... franchement, profitez-en, ça fait plein de petits débuts de manga pour pas trop cher. Bon, en tout cas, voilà, 6,95 € 2 tomes, c'est pas mal. Maintenant, on parle de bande dessinée, on parle du dernier tome en date du Chat du Rabbin, le tome 11, la Bible pour les chats, qui est vraiment cool. Alors ça reprend toujours un petit peu cette structure qu'il y a depuis 2-3 tomes, où c'est plein de micro-histoires dans la grande histoire, où c'est des gens qui racontent des anecdotes, et là en fait c'est le chat qui a découvert le numéro de Dieu, et tout le monde ne le croit pas, et on raconte des petits versets de l'Ancien Testament. Voilà, comme ça, au moins, je ne me fais pas d'ennemis. J'allais dire la Bible, mais comme l'Ancien Testament est dans la Bible, mais qu'il y a aussi le Nouveau Testament, je ne vais pas dire de conneries, donc c'est l'Ancien Testament, donc on nous raconte les trucs... Alors, je connais... Alors, ce qui est marrant, c'est que il raconte des histoires, je connais de loin, mais en fait, c'est pas les histoires qu'on connaît le plus facilement de la Bible, dans le sens où on a vu South Park, on a vu les Simpsons, et à chaque fois, il évoque Noé, l'histoire avec les Égyptiens, ils ont mis des marques rouges sur les portes pour que les premiers-nés meurent, etc. Le fait que, je sais plus comment il s'appelle, c'est Moïse qui écarte la mer en deux, etc. Ça, on va dire, tout le monde connaît, ça fait partie un petit peu de la culture générale. Et là, on nous parle d'avant ça, d'avant Abraham, l'histoire d'Abraham quand il est encore enfant. On nous parle du mec quand il y a
le rite du passage à l'âge adulte ou du mariage, il y a une chaise qui est vide pour quelqu'un, pour un prophète, on nous explique un petit peu sa vie, etc. C'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé les histoires avec le chat qui dit « Ouais, mais machin truc, c'était un chat en fait ». Non, c'était un humain. Si, il disait qu'il était poilu, qu'il avait des yeux aiguisés, c'était un chat. Je fais, non. Et vraiment, très bon tome, moi j'ai beaucoup aimé les petites anecdotes avec, donc avec les différents personnages par rapport... en plus, on nous parle des divinités qui étaient là avant le premier dieu, où donc c'est Belzébuth, Baal, etc., qui demandaient des sacrifices des enfants aux humains, etc. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Limite, j'aimerais bien que Johann Sfar fasse une BD là-dessus, sur un petit peu cette partie de la Bible qu'on connaît pas forcément. Je sais pas s'il y a pensé ou si c'est en projet. En tout cas, bah voilà, je suis content. J'ai terminé le Chai du Rabbin. Alors, j'ai déjà une idée de prochaine série, je vous en parle dans quelques instants. Voilà, maintenant que je suis allé récupérer le bouquin, je vous en parle vite fait. Je vais laisser quelques semaines le temps de me reposer un petit peu par rapport au Chai du Rabbin. Et en fait, je pense que dans quelques temps, je vais vous parler de ça. Les 3 lois du monde de Zhang Xiaoyu. Donc en fait, c'est parti d'une collection qui a commencé Delcourt qui s'appelle Les Futurs de Liu Cixin, qui est alors un auteur de science-fiction chinois très réputé. Et donc en fait, c'est une collection avec une quinzaine de nouvelles qu'il a écrites sous format de bande dessinée. Donc il y en a déjà 4. J'ai acheté que le tome 3, mais on me dit il est très bien. Je me fais une idée. Si j'aime bien, j'achèterai la suite. Si j'aime pas, j'en parlerai pas. Voilà, dans quelques semaines, je risque de vous en parler. Et si j'aime bien, je vous parlerai du tome 1, du tome 2, du tome 3, du tome 4, etc. Et au fur et à mesure que ça sortira, je vous en parlerai. Des 15 nouvelles. En tout cas, je suis assez curieux parce que chaque BD, ça sera un dessinateur différent. Mais le seul point commun, c'est que ça sera adapté d'une nouvelle de Liu Cixin. Voilà, je vous en parlerai dans quelques temps. Si vous êtes curieux, dites-le moi en commentaire. Et maintenant, on termine avec Astérix, le tome 22. Donc c'est censé être l'antépénultième tome écrit par Goscinny. Il n'en reste plus que 2, il reste Obélix et compagnie et Astérix et les Belges. Et après, on sera que sur du Uderzo. J'en ai acheté quelques-uns, mais je me suis arrêté un petit peu avant que je me souvienne que ça devienne un peu de la merde. Alors, est-ce que je prendrai tous les tomes? Parce qu'en vrai, la Traviata, il m'intéresse pas plus que ça. Le ciel nous tombe sur la tête, il m'intéresse pas plus que ça. La rentrée d'Obélix, et l'anniversaire d'Astérix, ces 4-là, ils m'intéressent pas plus que ça. Donc je me tâte encore à les prendre, parce que sinon, c'est que 4 albums, mais ça fait quand même 40 € à acheter. Et j'hésite encore, en fait. Déjà, j'ai encore quelques tomes à acheter, à lire avant d'arriver jusque-là. Donc je me tâte encore un peu. Donc La Grande Traversée, c'est l'album qui a inspiré Astérix chez les Indiens, où en fait, globalement, il y a une pénurie, il y a une grève de chauffeurs de buffles à Lutèce, donc à Paris, qui ne ramènent pas le poisson dans le petit village d'Astérix, alors qu'ils ont la mer à 2 pas d'ici, mais le poissonnier dit « Moi, je récupère le poisson chez Lutèce, à Paris. Ton poisson, tu le pêches ici, tu l'amènes à Paris, tu le récupères. Normal qu'il soit pas frais, ton poisson. » Et donc, à Panoramix a besoin du poisson frais pour faire sa potion magique, donc ils partent à l'aventure à la mer, et ils se retrouvent aux États-Unis, ils rencontrent les Indiens, ils s'en vont, ils rencontrent les Vikings qui les ramènent chez eux. Le prétexte à l'aventure est cool. Souvent, je dis, je trouve que le prétexte à l'aventure, c'est un petit peu la même chose. Là, il y a un prétexte un petit peu différent. Il y a un petit écho aux grèves, etc. Avec le prix du foin qui a augmenté, donc les mecs qui font grève, etc. Mais l'aventure en elle-même, ils arrivent, ils rencontrent les Indiens, ça dure 4 pages, ils repartent. Alors moi, en plus, j'ai grandi avec le film d'animation avec les Indiens qui est super long, il se passe plein de choses, etc. Il y a le truc avec le sorcier méchant. Et là, je dis, ouais, c'est sympa. Mais de toutes les... C'est peut-être, je vais pas dire c'est la pire, mais c'est pas mon histoire préférée de Astérix qui quitte le village. Hein. C'est pas hyper intéressant. C'est sympathique, les petits clins d'œil à la culture indienne, où genre, il y a la peinture, il y a le totem, etc. La rencontre avec les Vikings, le moment où Astérix il se prend pour la Statue de la Liberté, c'est vraiment cool. Mais dans l'ensemble, l'histoire, elle est sympa, mais sans plus, en fait. Elle est un peu courte, en fait. Le passage aux États-Unis, chez les Indiens, il est très très court par rapport au reste. Donc, voilà, sympathique, mais sans plus. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Twitter, TikTok, Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!